Isabelle! Salut Chani! Ouais, je suis arrivé à l'heure? Oui, super! Ben, c'est gentil. Alors aujourd'hui, on s'en va faire un tour. Oui. Puis on vous amène avec nous. On parle d'un sujet sérieux aujourd'hui, donc restez là, bougez pas. Bon, fait qu'Isabelle, c'est moi qui te fais un lift aujourd'hui. Oui, Puis, merci, c'est gentil. Tu vas dans un groupe de soutien, toi, pour les femmes, je pense, depuis quelques temps déjà. Oui, c'est ça. Ça fait 4-5 ans, je te dirais, qu'on a commencé ça. Oui, c'est vraiment bien. Et la raison pour laquelle je te fais un lift aujourd'hui, justement, c'est parce que dans le cadre de notre série Surmonter l'anxiété et la dépression, on a voulu donner la parole à d'autres personnes qui ont vécu ce mal-là, ou si on veut, mais d'une façon peut-être différente, parce que c'est pas pareil, l'histoire n'est pas la même pour tout le monde. Non, c'est ça. Puis je sais que là, aujourd'hui, c'est un sujet un peu plus grave, sérieux, évidemment, c'est celui du suicide qu'on veut aborder, puis tout ce qui est sensibilisation. Puis je sais que toi, tu as vécu justement de près un épisode comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, c'est ça. Ben, malheureusement, en fait, Chani, j'ai quand même quelques personnes de mon entourage qui sont enlevées la vie à travers les années, mais plus particulièrement ma mère s'est enlevée la vie, elle aussi, il y a quelques années. Est-ce que on peut jamais voir venir ce genre de situation-là? Est-ce que vous aviez sur l'après-coup remarqué des choses, ou est-ce que ta mère était dépressive d'abord? En fait, elle n'avait jamais été diagnostiquée comme étant dépressive, puis même, tu sais, elle était encore mariée à mon père, tu sais, j'ai des frères et sœurs, elle avait quand même un cercle d'amis assez grand, tu sais, puis il n'y a vraiment personne de son entourage qui a pu dire « Ah oui, moi je savais qu'elle était suicidaire ou qu'elle avait des idées noires. » Tu sais, c'est sûr que, bon, c'est une période de sa vie où je sais qu'elle avait certaines difficultés, mais, tu sais, j'aurais jamais pensé qu'elle aurait pu faire un geste comme celui-là. C'est ça que tu m'avais dit justement dans une conversation, puis c'est quelque chose qui vous a surpris, là. Oui, vraiment. Oui, ça nous a jetés à terre, là. Comme on dit, je pensais pas... tu sais, des fois, on a comme des stéréotypes dans l'esprit des personnes qui seraient peut-être à risque ou... c'est ça. Qui auraient... que je me dirais, OK, oui, cette personne-là, je pense qu'elle pourrait passer à l'acte ou faire une chose comme celle-là. Mais ma mère, tu sais, ne répondait je suis pas du tout à ce stéréotype-là dans ma tête, là. Tu sais, je l'aurais jamais pensé à risque ou capable de faire un geste comme celui-là. Comme quoi les gens, des fois, qui vivent une détresse, c'est pas nécessairement écrit dans leur front. Non, pas du tout. On va s'attendre des fois à ce que quelqu'un qui souffre, il va nous appeler, puis il va nous dire « Hey, ça va pas, je fais le mauvais coton ». Puis des fois, il y a des personnes qui vont le faire, oui, mais à d'autres occasions... Je veux dire, on vit tous des moments difficiles. C'est pas parce que, tu sais, comme je te dis, ma mère, tu sais, j'étais super proche de ma mère. Je veux préciser ça dans le sens, je veux pas que les gens s'imaginent que je la voyais 2 fois par année, là. Non, je la voyais des semaines à tous les jours. On se parlait souvent. Puis, j'avais l'impression que j'étais quand même... tu sais, que je savais tout ce qu'elle vivait, là, dans un certain sens. Ouais. Puis je me rends compte que non, il y a des choses qu'elle me cachait pour me protéger, sans doute. Mais tu sais, il aurait fallu que je sois un peu plus alerte à d'autres signes qu'elle aurait pu me donner, qu'aujourd'hui, avec le recul, je peux voir, mais à ce moment-là, Puis pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas évident, ça, de savoir tout ça. Non, pas du tout. Puis elle aurait pu... Tu sais, il y a certaines personnes qui pleurent sur ton épaule, des fois qui disent ça va vraiment pas bien. Tu sais, c'est normal, on les vit tous ces moments-là, mais est-ce qu'on va vraiment être suicidaire pour ça, pour autant? Non, pas nécessairement. Fait que c'est pas toujours facile pour l'entourage de juger si c'est vraiment une détresse ou non. T'sais. Si on part à l'étape 1, c'est-à-dire que la personne qui souffre va pas toujours, puis même va pas nécessairement nous appeler pour nous dire « Hey, Chani, ça va pas, là, tu sais. » Ça se peut que certaines personnes le fassent, puis on encourage les gens à le faire, évidemment, s'ils ont des choses qu'ils vivent qui sont très difficiles, vivant l'anxiété, la dépression. Mais si quelqu'un qui le fait pas, ça, puis que tu as l'impression que ça va bien, qu'est-ce que tu sais qui pourrait être utile à faire? Est-ce que tu as des pistes? Je sais pas. Écoute, moi, j'ai suivi une formation il y a quelques années qui s'appelle la formation Sentinelle.
qui aide justement les gens à être alertes à ce qui se passe chez les personnes. Ça peut être un collègue de travail, un conjoint, un enfant, un ami, peu importe. C'est vraiment de rester à l'écoute puis de regarder les signes qui pourraient indiquer justement qu'une personne est en détresse. Mais surtout, ce que je retiens de cette formation-là, c'est aussi de ne pas avoir peur de poser les questions aussi directement que hey, est-ce que tu penses au suicide? Est-ce que c'est une idée que tu entretiens dans ta tête? Est-ce que tu as un plan? De quelle façon tu prévois faire ça? Est-ce que tu as une date? Tu sais, d'être vraiment de... Pas de pousser la personne dans un coin puis de la forcer à parler, mais de vraiment pas avoir peur de poser les vraies questions, justement pour, dans l'espoir d'obtenir de l'information, de saisir la personne. Parce que je pense que dans certains cas, celui de ma mère, par exemple, que j'ai pas de réponse parce que elle est plus là puis je peux pas lui poser ces questions-là, mais est-ce qu'elle-même se sentait à risque? On a parfois l'impression que, au contraire, on veut pas mentionner des choses comme ça, le suicide, à une personne. Pas leur donner l'idée, genre? Ouais, pas leur donner l'idée. Alors que là, si je comprends bien, c'est que ça peut aider à faire ressortir. Oui, je pense que ça peut sauver des vies parce que justement, si la personne peut extérioriser son plan, la verbaliser, peut-être qu'elle peut justement se rendre compte de dire « Wow, OK, je suis vraiment en train de parler de ça. Est-ce que c'est vraiment ce que je peux faire? » Puis de le dire à quelqu'un pour que la personne puisse réagir aussi, ça peut faire une différence. Là, on n'est pas médecin, puis on veut pas faire penser qu'on l'est, mais ce que tu me dis là, ça me fait penser à quand moi j'ai été consulté parce que ce que je ne savais pas être une dépression, dans le fond, au départ. Puis quand j'étais allé à l'urgence clinique privée, justement, parce que je rentrais plus travailler, j'emplais une journée sur 2, je rentrais plus. Puis on est allé consulter. Puis le médecin m'a posé évidemment ces questions-là jusqu'à me poser si j'avais des idées noires. Puis moi-même, je m'étais pas posé la question, mais en me faisant poser la question, je me suis dit, ben j'ai répondu, puis tu sais, j'avais pas de plan, puis j'avais pas vraiment des intentions concrètes, sauf que je m'étais des fois dit dans ma tête, ça serait donc bien plus simple si j'étais plus là. Des fois, je me disais que ce serait plus simple si j'étais plus, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement que j'avais un plan, mais là, ça m'a confronté un peu à ça personnellement. Puis encore une fois, quand j'ai été voir le psychiatre par la suite, lui aussi, justement, m'a posé ces questions-là. Puis ça a fait ressortir évidemment des émotions. Donc, je comprends très bien ce à quoi tu fais référence. D'autres choses qui te sont venues par rapport à ça, que ce soit les signes, que ce soit... Parce que là, des fois, justement... Prendre des nouvelles de quelqu'un, ça veut pas juste dire hey, lui, il a l'air triste, je vais l'appeler, voir comment il va. Parce que ta mère, peut-être, elle avait pas l'air tout le temps c'est ça. Ben, en détresse. La personne peut choisir de pas parler. Hein? On peut toujours poser la question comment ça va, puis on le fait tous les jours avec nos collègues de travail, même notre conjoint, nos enfants. C'est facile de répondre ça va bien. Je pense qu'au-delà de la conversation qu'on peut avoir avec quelqu'un ou de la confirmation verbale que ça va pas, on peut regarder à d'autres signes. Par exemple, si la personne dort plus bien, avec le recul, je me souviens que ma mère a mentionné qu'elle avait de la difficulté à dormir ou qu'elle se réveillait 3-4 heures du matin puis elle avait de la difficulté à se rendormir. Aujourd'hui, je me dis, j'aurais dû allumer là-dessus. Ouais. Je me dis, on avait parlé un peu, mais sans plus, ça a comme pas allumé une lumière dans ma tête de dire wow là, faut vraiment que je sois alerte ou des pertes de poids, une personne peut se mettre à perdre du poids beaucoup ou au contraire elle peut se mettre à engraisser rapidement, elle peut se mettre à les choses qu'elle aimait avant, les aime plus vraiment. Si on a un enfant, un conjoint qui dit j'ai plus le goût de faire ça, puis tu sais que la personne a toujours aimé faire ça représentait une source de joie, puis là tout d'un coup ça l'intéresse plus du tout. Il y a plusieurs choses maintenant que je me dis wow, ok, que ça peut être utile à savoir pour quelqu'un, parce qu'évidemment la dernière chose qu'on veut, c'est que si quelqu'un a perdu quelqu'un dans son entourage comme tu l'as perdu, on veut pas que la personne se dise j'aurais dû. Ouais. Mais en même temps, c'est un peu inévitable, je pense, mais si on peut avoir le plus d'outils possible. Exactement. Aujourd'hui, je me dis si j'avais été alerte à plusieurs choses, je sais pas si j'aurais pu sauver ma mère, mais j'aime à croire que d'autres personnes, si je peux partager cette information-là, d'autres personnes vont dire OK, oui, je peux poser des questions, je peux être plus alerte, plus à l'écoute des signes, puis je peux
confronter la personne avec les questions qu'on a parlé un petit peu plus tôt, puis dire, OK, je peux vraiment faire une différence dans la vie de cette personne-là. Parce que justement, je pense que ma mère, comme je te disais, n'a pas parlé parce qu'elle voulait probablement nous protéger, mais je ne sais pas si elle-même était connectée tant que ça à quel point elle pouvait être en détresse elle-même. Tu sais, je ne sais pas à quel point elle aurait pu se surprendre elle-même. Je ne sais pas si ça a été un geste spontané que ma mère a fait, mais quand même... Tu m'as déjà dit que tu crois que ta mère serait la première surprise si elle... Oui, tu sais, je pense qu'elle avait eu toute si elle avait eu toute sa tête, elle s'aurait dit, façon de que parler, je suis en train de faire là. Oui, c'est ça. Tu comprends? C'est ça. Mais... J'aimerais ça maintenant parler d'une réalité quelque chose que tu as également vécu évidemment à travers ça. Puis c'est pour parler des survivants justement de ces situations-là. Quelqu'un qui a perdu un être cher, la personne, elle n'y est plus. Cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est disponible? Quand tu fais justement par la suite? Écoute, moi, Chani, juste déjà, même à l'hôpital, je ne sais pas de quelle façon le centre de prévention suicide a été, j'imagine, contacté tout de suite par l'hôpital, par la police, je ne sais pas. Écoute, c'était tellement sous le choc quand des choses comme ça, mais nous, on s'était tous rendus à l'hôpital pour identifier le corps, la famille se regrouper, la voir, tout ça. Puis tout de suite, le centre de prévention suicide a envoyé un intervenant pour dire qu'il y avait un suivi qui était possible là, pour nous tout de suite. Il y avait des groupes de soutien qui étaient possibles. On pouvait rencontrer un intervenant de façon individuelle aussi pour vraiment avoir un soutien pour comment justement se sortir de là parce qu'on se sent complètement dépassé quand quelque chose comme ça arrive. Puis moi, c'est quelque chose de positif un service à laquelle j'ai eu droit, puis j'en ai profité, puis je peux dire que ça a fait une différence dans ma vie. Parce que justement, quand on parle de santé mentale, de dépression, il y en a qui peuvent faire une dépression, j'imagine, suite à un événement comme celui-là. Oui. C'est ce qu'on pourrait, je crois, appeler des dépressions situationnelles. Oui, c'est ça. Puis les statistiques sont assez alarmantes par rapport à ça. Parce que moi, tout de suite, on nous avait dit, écoutez, vous êtes à risque de commettre le même acte parce que vous vivez maintenant. Puis je me souviens qu'il m'a dit que j'avais 50% de plus de chances de moi-même commettre l'acte parce que ma mère avait fait un geste comme celui-là. Pas juste moi, mais les générations après aussi, comme mes enfants à moi. Fait que c'est sûr que ces statistiques-là sont épeurantes au début parce que tu dis « Wow, OK ». Mais on se rend compte à quel point un geste comme celui-là peut fragiliser les gens. Mais aussi, je pense que c'est que consciemment ou inconsciemment, on se dit « OK, le suicide, c'est une porte de sortie, c'est une réponse à la détresse. Ça a marché pour ma mère, ça a marché pour mon ami, ça a marché pour... » Fait que là, ça fait son chemin. Fait que ça fait son chemin dans l'esprit. Puis ça, c'est vraiment dommage parce que j'aime pas ça, me promener avec cette statistique-là, de dire « OK, je suis plus à risque », mais en même temps, d'avoir ce soutien-là, puis j'ai assisté aux réunions de groupe aussi, puis parler avec d'autres qui ont vécu ça. Ça veut pas dire qu'on est obligé de passer à l'acte, nous aussi. Ça veut pas dire qu'on est voué à être malheureux pour le reste de nos jours. Mais ça veut juste dire que c'est un problème social assez grand, puis il faut vraiment s'y pencher parce que, justement, il faut qu'on se regroupe en tant que société pour éviter que ça arrive. Et puis, justement, au point de vue personnel, tu l'as dit, tu es fragilisé par quelque chose qui se passe comme ça. Et j'ai aucune misère, moi, à imaginer plusieurs personnes ne pas s'admettre à soi-même qu'ils sont fragilisés. Pourtant, ils le sont. Fait que je pense que de juste accepter la statistique pour ce qu'elle est, puis dire je vais profiter des outils qui me sont offerts comme tu as pu en bénéficier, puis de juste... moi-même, par rapport à la dépression, l'homme, là, souvent, va avoir de la difficulté à admettre ça, puis
Il y a beaucoup de personnes qui me disent que je suis courageux de partager mon histoire comme je le fais. Puis moi, je ne le vois pas ça comme ça. Moi, personnellement, je le vois comme une question de vie ou de mort pour moi-même. Si j'avais pas eu accès à l'information que j'ai eu accès dans le passé, les outils que j'ai eus, qui sait ou si je serais encore là pour en parler. Fait que moi, j'ai été complètement transformé quand j'ai pu surmonter ce mal-là. Je me dis, il faut que j'en parle. Puis je me suis jamais senti comme étant quelqu'un de faible à cause que j'ai fait ça. Pourtant, c'est quelque chose qui perdure. Puis comme tu l'as dit, dans la société, cet aspect-là revient, je pense. Je veux pas me montrer fragile. Je veux pas montrer que j'ai été fragilisé. Puis moi, là, si ça peut me permettre de continuer de jouir de la famille que j'ai et puis des moments précieux qui restent encore à venir, je vais me montrer, si vous voulez l'appeler faible, je vais me montrer faible, mais moi je le considère pas comme tel du tout. Je pense qu'on peut utiliser le terme peut-être un peu plus authentique ou vulnérable. Tu sais, je pense que de montrer sa vulnérabilité, c'est pas toujours facile. Pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Mais je pense que, justement, comme tu dis, d'accepter cette espèce de vulnérabilité-là, ça peut justement ouvrir les portes à la guérison, je pense. Absolument. Alors, Isabelle, on arrive à destination presque pour toi. Oui, c'est vrai. Je voulais te demander avant que tu descendes de la voiture, qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui ont écouté justement notre conversation aujourd'hui retiennent? J'aimerais ça qu'ils retiennent, Chani, d'être à l'écoute. D'être à l'écoute de soi, d'être capable de se poser les vraies questions, de dire, mais comment je vais vraiment? Est-ce que je pense que c'est le moment d'aller chercher de l'aide? Est-ce que je peux en parler à quelqu'un? Est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un de mon entourage? Si c'est pas quelqu'un d'entourage, ça peut être un professionnel ou ça peut être les deux. Parce que des fois, les gens de notre entourage ne sont pas nécessairement outillés pour peut-être nous venir en aide. Mais aussi d'être à l'écoute, justement, aux gens qui vous entourent, aux gens au travail, de votre conjointe, de vos enfants, vos amis. De ne pas avoir peur de poser les vraies questions. Les vraies questions. Oui. Isabelle, merci beaucoup d'avoir accepté de livrer cette tranche de vie avec nous. Mais ça m'a fait plaisir. En espérant que ça puisse aider, justement. Oui, c'est le but, tout à fait. Ouais. Merci. Ben écoute, Chani, c'est vraiment gentil. Ça me fait énormément plaisir. Ton coup de main, puis prends bien soin de toi. À bientôt. On remet ça. Alors, quant à vous, mes chers amis, la route continue. Et puis, je vous invite à rester à l'écoute et à regarder les différentes ressources qu'on va mettre à l'écran, en description. Et on garde courage, que ce soit pour vous, que ce soit pour une personne qui vous est chère, parce que il y a du beau temps en arrière des nuages et la tempête ne va pas durer toujours.